Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Bocherberg. Chers amis, bonsoir. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année civile à tous nos fidèles de cette émission Mémoire et Vigilance qui entame, écoutez bien, sa 44e année d'existence. Alors notre lutte continue sous le signe de la fidélité à l'endroit des nôtres assassinés pour le seul crime d'être et la lutte contre le prurit antisémite qui interroge la portée de la leçon d'Auschwitz. Tel est l'objectif de Mémoire et Vigilance qui a l'honneur de relayer la voix des nôtres et de nos amis en allée et de transmettre la mémoire de la Shoah avec le concours d'historiens, d'auteurs et d'enseignants, comme c'est le cas ce soir avec Céline Largier-Ville, maître de conférences en linguistique allemande et française, agrégée d'allemand, enseignante à la Sorbonne Nouvelle. Alors bonsoir Céline Largier-Ville. Alors il m'a semblé important d'évoquer la linguistique comme discipline rattachée à l'historiographie en général, puisque, on peut le dire, c'est une discipline qui est quand même relativement méconnue, et il m'a semblé qu'effectivement elle avait toute sa place dans cette émission. Alors je sais que vous faites un certain nombre de travaux, de recherche, évidemment sur ce thème, mais on en parlera également. Vous avez des travaux qui sont engagés déjà depuis quelques années autour de la lecture que l'on peut faire autour des plaques qui sont posées à Paris, notamment pour commémorer, on peut dire, la Seconde Guerre mondiale. Alors, Céline, est-ce que vous pouvez définir ce que suppose donc cette discipline issue, encore une fois, des sciences humaines et son rapport avec l'histoire? Oui, alors la linguistique, c'est un champ extrêmement vaste. Il va être difficile de résumer. On parle maintenant de sciences du langage. Ça va inclure le travail sur le lexique, les travaux de grammaire, la phonologie, enfin, toutes les sous-disciplines qui vont avoir pour objet la langue. Oui. Moi, la sous-discipline dans laquelle je me place, c'est ce qu'on appelle l'analyse du discours. C'est apparu à la fin des années 60, au début des années 1970, et c'est en fait une branche de la linguistique qui s'intéresse aux discours produits dans leur contexte, c'est-à-dire avec toute la dimension historique qui est attachée, la dimension politique, la dimension sociale, et qui redonne sa place à l'acteur, ce qu'on appelle le locuteur, pour s'interroger qui il est, de quelle place d'où il parle, c'est ça, avec quel rôle il assume quand il parle, sur la manière dont il s'exprime, et sur également tous les présupposés que contient son discours, toute l'intertextualité qu'il peut y avoir, c'est-à-dire les références à d'autres discours antérieurs qu'il va intégrer dans son discours. Donc voilà, c'est vraiment du discours en situation, et non pas quelque chose d'abstrait, coupé de la réalité, en fait, du monde dans lequel on vit. Avec ce que sous-tend, je dirais, peut-être en toile de fond, et la société, et évidemment l'histoire en train de se faire. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec ce qui avait été l'objet d'un cours au Collège de France? Je vous dis ça de tête parce que c'est quelque chose qui m'avait frappé. 1977, c'était l'entrée de Roland Barthes au Collège de France. Oui. Et c'est un petit ouvrage sur lequel je reviens assez souvent. Ça s'appelle Leçon. Je ne sais pas, vous devez connaître cet ouvrage. Ça s'appelle Leçon. Et est-ce qu'il y a, je dirais, un pont que l'on peut faire avec la linguistique, puisque lui parle de sémiologie à ce moment-là, sémiologie du langage. Oui, bien sûr. De toute façon, la sémiologie est, d'une certaine façon, une branche de la linguistique, là encore. Oui. Et alors, il dit une chose que j'ai retenue. Il dit la langue peut être fasciste. Elle est fasciste dans la mesure où, en fait, elle oblige à respecter toute une nomenclature. Il n'empêche que, en fait, l'écrivain, c'est celui qui va, en quelque sorte, innover dans la langue. Voilà. Tout à fait. Il y a des contraintes. C'est ça, évidemment, des contraintes.
des Voilà. contraintes liées à la langue, mais Oui. malgré tout, une marge de liberté qui peut expliquer, par exemple, la polysémie de C'est ça. certains termes, hein, qu'un terme puisse être Oui. utilisé dans différents contextes avec des sens, Oui. des significations différentes. Donc, voilà, un mix de contraintes et de C'est ça, liberté. c'est ça. Mais là où vous êtes importante, je dirais, dans votre recherche et le faire savoir, c'est que évidemment, il y a des abus de langage, quoi. On le sait aujourd'hui, on en parlera, notamment mettre le mot génocide à toutes les sauces, si je puis dire. Et puis, peut-être revenir aussi, peut-être qu'on n'a peut-être pas assez travaillé dessus, mais c'est le fait que lors de la solution finale, les nazis eux-mêmes utilisaient un langage, je dirais, de perversité qui consistait à masquer la vérité, bien sûr, Bien de sûr. manière à mieux diriger les personnes vers les camps de la mort. C'est une réflexion que vous faites aujourd'hui autour de, je dirais, de cet abus de langage, notamment avec, il faut le dire, ce qui s'est passé il y a encore, il n'y a pas si longtemps avec le 7 octobre, la tragédie du 7 octobre. Oui. Oui, les nazis ont de toute façon cherché à masquer Oui, leurs actions par des noms de code, par exemple. Hein. Je pense à l'action T4, c'est ça, hein, bien sûr. en direction des personnes handicapées. Qui commençait bien avant, je dirais, la Shoah elle-même. Oui, oui, bien Hein, sûr. puisque Oui, ça, oui. ça touchait, il faut le rappeler pour nos auditeurs, c'est que ça touchait la population allemande elle-même, c'est-à-dire ce qu'ils Ah oui, oui. appelaient, qu'ils qualifiaient de Untermenschen, c'est-à-dire ceux qui étaient hors normes, hein, en Oui, oui, particulier qui n'étaient pas utiles à la utiles, voilà. société et voilà, qui constituaient un poids pour la société, effectivement. Oui, oui. Et donc, pour ce qui concerne donc, l'abus de langage moderne, entre guillemets, là, c'est quelque chose qu'il faut pointer aussi, c'est le fait que on utilise, par exemple, le mot génocide, je crois que vous pouvez revenir dessus, d'une manière complètement erronée, quoi. Oui, oui, le terme génocide, alors il y a une très intéressante fiche Oui, qui a été réalisée par Simon Perregaux, oui, qui est un historien, qui est l'auteur d'ailleurs d'un ouvrage qui s'appelle Pleurons-les, les Juifs de Paris et la commémoration de la Shoah, qui est paru, c'est tiré de sa thèse oui, et le livre est paru chez Champvallon en 2020, sur le site de l'Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe, où il fait l'historique de ce terme. Hein. Donc l'origine de ce terme, c'est un juriste d'origine polonaise, Raphaël Lemkin, oui, qui assiste au procès d'un des responsables, le procès de l'assassin d'un des responsables du génocide arménien, hein, qui est oui, le premier à qui on a donné ce nom de génocide, et qui, toute sa vie, a lutté pour qu'on reconnaisse cette forme de crime, cette forme de massacre. Il est parti aux États-Unis dès 1939 pour fuir les pogroms, hein, et c'est aussi cette expérience des pogroms qui l'a mmh, incité à travailler dans ce sens. Mais le terme génocide, au départ, c'est un terme juridique. Hein. Il y a une, mmh, voilà, c'est une définition. Alors c'est un terme qui n'a pas été repris dans le verdict des procès de Nuremberg, même s'il a déjà circulé à cette époque-là. Il est rentré dans le droit international en 1951 par le biais de l'ONU, qui adopte une convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide, hein. C'est la première fois que ce oui, terme est officiellement reconnu. Mais voilà, il a cet ancrage juridique, et à partir du moment où il est repris en dehors de ce cadre juridique, on peut malheureusement lui faire dire mmh, à peu près ce qu'on veut. c'est ça. Et puis, il est aussi en concurrence avec d'autres expressions, d'autres terminologies, comme crime contre l'humanité. Oui, Mmh. Et voilà, je sais que c'est un débat aussi à ce niveau-là entre oui. faut-il parler de génocide ou de crime Mais, contre l'humanité? pardonnez-moi, il faut que les mots soient très précis Oui, pour la définition du génocide tel que le dit son initiateur. Est-ce qu'on peut reprendre sa formule ou non? oui, alors, Lemkin parlait de destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique C'est ça, visé en tant qu'entité. c'est ça. Alors, c'est évidemment le cas de ce qui va se passer avec le génocide arménien, il faut quand même le rappeler, et montrer aussi et dire que, en fait, comme il n'y a pas eu de conséquences d'une certaine manière après, ça a donné aussi les coups des franches à un certain Hitler qui, en fait,
on pouvait observer que c'était comme une sorte de répétition qui allait se faire. Plus évidemment, ce que vous avez pointé tout à l'heure, c'est-à-dire l'opération T4. Le problème qu'il y a aussi dans toute définition, de toute façon, c'est le problème de chacun des termes qui sont employés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une nation? Qu'est-ce qu'on entend par un groupe ethnique? Et là, c'est vertigineux. À partir du moment où on se pose la question de tous ces choix terminologiques, ça devient très compliqué parce que si on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on met derrière ces étiquettes, c'est la porte ouverte à des interprétations très divergentes. Oui, mais c'est là encore une fois où, je dirais, la sémantique, le langage est essentiel. Parce que sinon, c'est la voie ouverte au dérapage, quoi. Oui. Et on l'a vu, Dieu sait si on l'a vu, je dirais, dans l'actualité. Alors, il y a aussi un point, puisqu'on s'était parlé aussi avant l'émission, il faut le dire, hein, et je voulais vous interroger sur des points particuliers qui vous intéressent. Il faut peut-être revenir sur ce que vous appelez l'illusion de la neutralité dans le discours historiographique. C'est que cette illusion, elle est quand même importante aussi à signaler. Moi-même, de mon côté, j'ai fait des recherches, et en particulier sur la notion de relation entre histoire, langage et politique, parce qu'il y a un pont qui se fait. Mais en même temps, j'ai une petite note là, qui me dit, alors parce qu'il y a quand même tellement de choses que j'en bafouille, c'est qu'il faut savoir que, alors je reprends ma note là, pardonnez-moi, si on parle de neutralité, voilà où je voulais en venir, c'est que selon ce que j'ai pu glaner sur ce thème, c'est que les règles admises par la discipline historique doivent bannir normalement tout jugement de valeur et proscrire ce qu'on appelle l'anachronisme. Ça, c'est une règle d'or. Vous êtes sûrement d'accord. Et à savoir, c'est ça la phrase importante, se garder d'envisager le passé avec l'œil du présent, ça c'est le défaut souvent, ou envisager le présent avec l'œil du passé. Donc, qu'est-ce que ça vous dit, tout ça? Pardonnez-moi, j'avais du mal à retrouver mes notes. Sûr. Mais... Alors, je vous avais parlé effectivement de la neutralité ou de l'illusion de neutralité du discours historiographique, mais je dirais que c'est l'illusion de neutralité de la langue et du discours de manière générale. S'il peut exister des polémiques sur des termes, etc., c'est bien parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, chacun parle depuis une position, depuis un lieu, dans un rôle particulier, avec un passé particulier, un bagage culturel, etc., particulier, qui ne peut pas ne pas influer. C'est très difficile de se détacher de tous ces... Je parlerais presque de déterminisme, d'une certaine de sa subjectivité, manière. Tout simplement. Oui, aussi. De ses idées politiques, etc. Et avec toute la bonne volonté du monde de la part d'un chercheur, qu'il soit historien d'ailleurs, ou sociologue, ou linguiste aussi. L'objectivité, la neutralité, c'est évidemment un idéal, mais il y a toujours une marge entre l'idéal et la réalité. Osons le dire, un idéal inachevé, par essence, quoi, parce qu'on ne peut pas être exhaustif complètement et rester complètement neutre. Mais je vous écoute, et à ce moment-là, ça me laisse penser qu'en réalité, ce qu'il faut absolument, je dirais, privilégier au niveau de l'éducation, pour les jeunes générations en particulier, c'est de développer l'appareil critique. C'est-à-dire de prendre du recul. Est-ce que vous croyez, alors c'est une question comme ça, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, dans les leçons d'histoire, dans l'enseignement qui est donné à l'éducation nationale, est-ce que en fait, c'est quelque chose dont on prend compte d'une certaine manière, mais difficile à répondre. Vous me posez un peu une colle parce que je ne suis pas professeur d'histoire, donc bien sûr. Voilà, j'ai pas cette expérience-là. J'ose espérer que c'est ce que mes collègues historiens font. Oui, mais là encore, il y a tout un champ. Il y a tout un champ je dirais, à travailler, à développer, parce que si on revient à la base, c'est-à-dire avec ce que vous nous dites, concernant la neutralité, concernant l'illusion, je reviens à ça.
il s'avère que en fait, il faut savoir décoller et prendre du recul avec ce qui est dit, y compris, et je pèse mes mots, y compris avec les historiens qui seraient même les plus compétents, parce qu'en fait, chaque historien a son propre regard en fonction de ce que vous venez de dire, la subjectivité, le passé, etc. Et que dans ce sens-là, il faut vraiment avoir des lunettes qui vont gratter, je dirais, au plus près de la vérité. Et il y avait Lacan, vous savez, Lacan, le fameux psychanalyste, et c'est une leçon qu'il faut retenir. Il disait « Je dis la vérité, virgule, pas toute, car toute la vérité, je ne saurais la dire. » Et c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai. Alors, imaginez, quand ça se passe avec quelqu'un, je dirais, qui verbalise, mais pour un historien qui, normalement, devrait avoir une écriture objective, la vérité, on ose espérer qu'il est au plus près de la vérité. On est bien d'accord. Voilà, je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Voilà. Je pense qu'il y a des historiens qui font très, très bien leur travail. C'est important de mettre l'accent là-dessus. Attention, il faut développer quand même un appareil critique, y compris dans ce qui est transmis, parce que, en fait, je vais dire une chose, on parle du révisionnisme, mais il y a aussi un bon révisionnisme. Révisionnisme dans le sens de réintégrer une réflexion autour de la pensée historique. Bien sûr. Vous êtes bien d'accord? Oui, oui. Et puis, ce que je voulais souligner aussi, c'est les liens entre, justement, la linguistique en tant que science et l'histoire en tant que science. C'est ça. Ce sont des liens qui sont relativement récents, en fait. Pendant longtemps, les historiens ont considéré que l'approche linguistique, elle était complètement étrangère à l'histoire, voire qu'elle était inutile. Et au même titre que l'analyse du discours s'est développée à la fin des années 60, début des années 70, les liens se sont également développés entre... on a commencé à amorcer une réflexion en se disant peut-être que les linguistes peuvent apporter quelque chose aux historiens. D'ailleurs, j'ai apporté, si vous me le permettez, bien sûr, au contraire. J'ai repris un texte de Régine Robin, grande